Radioscopie. Radioscopie. Roland Barthes. Jacques Chancel. Roland Barthes, ils sont nombreux ceux qui affirment qu'il est difficile de vous situer. Sans doute, la preuve est-elle ainsi faite que vous êtes contre les idées reçues. On peut dire, en se méfiant toutefois des étiquettes, que vous êtes sociologue, écrivain, professeur, critique, sémiologue. Il y a chez vous, de cela je suis sûr, unité de préoccupation. Il y a aussi, et cela se voit, cela se lit, rigueur dans la démarche. Depuis 1953, vous me corrigez si je me trompe, depuis 1953, depuis votre première œuvre, Le degré zéro de l'écriture, vous aurez tenu tous les rôles de la curiosité. Alors, quelle puissance accordez-vous à l'acte d'écrire ? Oh, j'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire, mais comme toujours, l'acte d'écrire peut prendre différents masques, différentes valeurs. Il y a des moments où on écrit parce qu'on pense participer à un combat, ça a été le cas, disons, dans les débuts de ma carrière d'écrivain ou d'écrivant, et puis peu à peu se dégage finalement la vérité, une vérité plus nue, si je puis dire, c'est qu'on écrit parce que, au fond, on aime cela et parce que ça fait plaisir. C'est donc finalement pour un motif de jouissance qu'on écrit, ce qui ne veut pas dire que dans cet acte de jouissance, on ne rencontre pas d'autres motivations et disons qu'on ne rencontre pas d'autres débats et qu'on ne rencontre pas tout simplement les autres. Mais l'acte d'écrire est-il le prolongement de l'acte de penser ? Ah, non seulement le prolongement, mais peut-être même il n'en est pas séparable. Peut-être que la question que vous posez est très, très importante, ça serait assez compliqué d'y répondre, mais d'abord nous savons bien qu'en fait on pense toujours avec du langage, qu'on pense en parlant, qu'on parle en pensant, qu'il n'y a pas de pensée préalable au langage qui est en nous, finalement, et par conséquent, et en plus dans certains cas, comme le mien, penser est immédiatement liée à une forme que si je puis dire, je visualise déjà comme une forme écrite, voyez-vous. C'est, au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Et c'est cela qui est un peu difficile à situer peut-être. Pourquoi à ce point avoir voulu réhabiliter le lecteur ? Ah, mais ça, c'est parce que, d'abord, il y avait une tâche historique à accomplir. Vous savez que notre histoire de la littérature, la façon dont on a parlé de la littérature depuis au moins 100 ans ou 150 ans, était une façon qui privilégiait beaucoup l'écrivain. Toutes les histoires de la littérature sont l'histoire des écrivains, des écoles. Et on ne pensait jamais au lecteur. La lecture n'était pas un niveau auquel on s'intéressait quand on faisait une théorie de la littérature. Alors il est nécessaire maintenant d'associer le lecteur à la jouissance d'écrire. Il n'y a pas de jouissance d'écrire sans jouissance de lire. Les deux se compénètrent en quelque sorte et par conséquent s'il y a une sorte de nouvelle théorie de la littérature qui s'ébauche, elle doit tenir compte du lecteur, certainement. C'est vous, Roland Barthes, qui rappelez ce mot de Bachelard, les écrivains sont seulement lus. Alors on pourrait poser la question, les écrivains ont-ils existé ? Les écrivains ont-ils existé ? Oui, parce que tout de même, finalement, on les lit encore maintenant, on les lit à travers des éclairages historiques très différents, ils n'ont jamais toujours le même sens, et c'est comme ça que l'histoire marche, en quelque sorte. Vous avez dit un jour que la littérature allait à sa perte. C'était un mot, ou bien vous le pensez vraiment ? Ou peut-être y a-t-il une nouvelle, une anti-littérature, une contre-littérature ?
C'est-à-dire la littérature avec un grand L, n'est-ce pas, ça a été pendant très longtemps une véritable institution, ça faisait partie des institutions de la société. Alors je crois que cet aspect institutionnel de la littérature est tout de même en train, sinon de disparaître, tout au moins de se modifier profondément. La preuve, c'est qu'actuellement, voyez-vous, en 75, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a plus, disons, ce qu'on appelait autrefois de grands écrivains. Il n'y a plus de grands écrivains. Entre les deux guerres, moi quand j'étais adolescent, il y avait des grands leaders de la littérature. Pour vous, il y avait Proust. Oui, il y avait Proust, encore qu'il était mort, disons, au moment où je suis devenu adolescent, mais il y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux. C'était de très grands noms qui polarisaient toute une activité, toute une séduction culturelle. Or maintenant, il faut bien reconnaître que ça n'existe plus. Il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a des gens qui écrivent mais selon un statut souvent un peu honteux, et cela désigne l'espèce de force qui mine l'institution littéraire, certainement. François Mauriac était-il le dernier alors? Ou le reconnaissez-vous Oui, comme en un tel? sens, oui, c'était l'un des derniers de ces grands leaders dont je parlais. Il y a un homme qui fait la charnière, si vous voulez, et qui se situe justement au point de désagrégation de la littérature, de désagrégation historique de la littérature, c'est Sartre. Parce qu'au fond, il a tenu et il tient encore cette sorte de leadership de la culture et de la littérature, mais comme précisément son œuvre même se définit comme une destruction du semblant littéraire, de la pose littéraire, par là même, il a contribué puissamment à la destruction du mythe littéraire. Roland Barthes, dans le monde des jeunes, vous jouissez d'une notoriété considérable. Et vous le savez aussi, on écrit beaucoup sur vous. Alors, cette notoriété, la méritez-vous? Et savez-vous pourquoi vous êtes à ce point célèbre parmi ces jeunes? Certains m'ont dit, et je me suis promené souvent dans les universités, certains m'ont dit, il a l'importance qu'avait Sartre à un moment, le fameux moment du quartier latin. Non, je ne crois pas du tout ça, mais ça sur ce point-là, je récuserai tout à fait cette impression, mais je répondrai d'une façon un peu normande, puisque je suis né à Cherbourg, comme vous le savez, qu'il est très difficile pour soi-même d'évaluer l'image qu'on a dans un public. C'est une chose extrêmement difficile. Comment est-ce qu'on la connaîtrait? On ne sait pas très bien, n'est-ce pas? On voit des gens qui vous parlent de vous, mais ce sont toujours des individualités, des amis. Et par conséquent, il est très difficile d'accéder soi-même aux phénomènes vaguement sociologiques qu'on peut représenter dans une société. Et d'une manière générale, je dirais que pour cela, je suis très philosophe, je ne m'en préoccupe pas trop. J'essaye de ne pas m'intéresser trop à mon image, disons. Vous êtes le fondateur de la sémiologie, donc c'est la science des signes. Et oui, je ne suis pas vraiment le seul fondateur. On ne peut pas fonder soi tout seul une science. D'ailleurs, ça n'est peut-être pas encore une science. Pour que ça devienne vraiment une science, il faudrait qu'elle s'enseigne d'une façon très régulière dans les universités, dans les facultés. Je la pratique, disons, ou je l'ai pratiquée, mais je suis moi-même, vous savez, à l'école des hautes études, qui n'est pas véritablement une université, qui est tout de même un institut d'enseignement de recherche, c'est déjà très particulier. Donc j'essaye de chercher, de pratiquer, mais pas d'enseigner véritablement. Quelle est votre réflexion sur le statut du signe? D'abord, le signe, qu'est-ce que c'est? Le signe, c'est un objet historique, c'est-à-dire que au fond, le signe, c'est une sorte de notion qui est apparue dans notre civilisation occidentale. Je m'excuse d'être peut-être un peu pédant, mais je le dis en un mot, qui est apparue dans notre civilisation occidentale au moment des stoïciens, dans l'Antiquité, qui a ensuite traversé toute une carrière de définitions variées, qui a eu beaucoup d'importance au Moyen-Âge, et qui maintenant, cette notion a repris vie, a repris intérêt à travers les recherches de la linguistique récente. De la linguistique structurale, disons. Alors, il y a eu la sémiologie, c'est donné d'abord justement comme une science qui analysait les signes, et autant que possible, car ça, il faut le redire, au sein de la vie sociale, n'est-ce pas, sans séparer le signe de son impact social, de son existence sociale. Et alors, à ce moment-là, il y a eu toute une série
d'analyse conceptuelle pour définir les parties, les éléments du signe, le jeu du signe quand il est à côté d'autres signes, etc. Enfin, toute une science, ou en tout cas tout un discours sur le signe est né. Mais comme toujours en France, les choses vont très vite. Vous savez que l'histoire intellectuelle française est toujours très rapide, assez emportée, parfois avec injustice même. Et cette sémiologie-là a évolué parce qu'elle s'est pénétrée d'une façon d'ailleurs très heureuse de mouvements de pensée qui l'environnaient, par exemple la critique marxiste ou la psychanalyse, et par conséquent la sémiologie est d'une certaine façon en train d'éclater, ou en tout cas d'essaimer dans d'autres types de recherches. Quelqu'un qui aurait oublié de lire ou qui aurait oublié de penser qu'ils ont existé, et je pense à Marx et à Freud, serait ignorant de tout. Oh, absolument pas. C'est au contraire d'eux qu'on continue à apprendre, simplement. Vous savez, l'histoire intellectuelle, c'est du moins mon point de vue, c'est une sorte une succession de vagues successives de langages différents, si vous voulez. Or, en fait, à la fois Marx et Freud ont posé une sorte de rupture dans le langage occidental, rupture de laquelle nous sommes entièrement tributaires encore. Nous n'avons pas fait de mutation depuis ce temps-là. Nous sommes encore dans ce qu'on appelle noblement l'épistémologie marxienne ou marxiste et freudienne. Simplement, d'autres langages s'essayent sur un matériel et sur un type de pensée que Marx et Freud ont installé dans la recherche occidentale. Mais Roland Barthes, votre itinéraire est celui d'un humaniste ou celui d'un intellectuel? Vous vous méfiez beaucoup du mot intellectuel d'ailleurs. Non, je veux dire que je ne m'en fais... Vous savez, je m'en méfie pas quand on attaque les intellectuels. À ce moment-là, je me sens absolument solidaire des intellectuels et je suis un intellectuel. Je pense que les procès qu'on fait à l'intellectualisme sont des procès, si vous me permettez, bidons. Ce sont des procès purement mythologiques qui n'ont pas de réalité et qui n'analysent pas en finesse ce que peut être la place, d'ailleurs souvent difficile, de l'intellectuel dans la société actuelle, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que je suis un intellectuel? Oui, sûrement, je suis un intellectuel, mais de plus qui essaye de travailler avec et dans sa langue, n'est-ce pas? Et non pas dans une pensée extérieure à sa langue. C'est un peu ce que nous disions au début. Toute phrase est un engagement et tout discours est un engagement historique, c'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit et je le pense toujours. C'est pour ça qu'il est toujours. C'est pour ça que la jouissance d'écrire, à laquelle je faisais allusion au début, est une jouissance qui est toujours dangereuse parce qu'elle est pénétrée de responsabilité. Ce n'est pas une jouissance purement gratuite. Ce qu'on écrit a des incidences et par conséquent, on est responsable de ce qu'on écrit et on est même responsable de la forme dans laquelle on l'écrit. Alors il y a ces deux aspects, enfin jouissance et responsabilité. Quelle base de connaissances faut-il pour déchiffrer, comme vous le faites, les mythologies? Oh non, là il faut je dirais il faut simplement ce que j'ai appelé à un certain moment le réflexe structural que certains êtres ont, que d'autres n'ont pas, et ça n'est pas du tout, comment dirais-je, un privilège de l'avoir. Il faut percevoir les phénomènes sociaux ou les phénomènes idéologiques sous l'aspect du sens, de cette espèce de déclic du sens qu'ils possèdent. Alors à ce moment-là, on déchiffre, mais on déchiffre, vous savez, en fait, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de passion aussi, en mettant dans ce déchiffrement ses propres valeurs. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Avez-vous l'impression d'être en avance sur votre temps? Oh non, pas du tout. J'ai l'impression, si vous voulez... D'être compris? Alors, oui, d'un certain public, certainement. N'est-ce pas, je vis profondément dans la pensée, dans la sensibilité que la société actuelle pratique des langages divisés. Il y a une division des langages. Nous parlons une langue commune, effectivement, qui est le français, mais si on passe au niveau de ce qu'on appelle les discours, qui sont faits avec de la langue, mais qui ne sont pas seulement de la langue, à ce moment-là, les discours sont divisés, et à travers ce médium commun qui est la langue française, en réalité, il y a des langages très différents qui ne communiquent pas bien. Et personnellement, je suis très sensible à cette division des langages dans notre société. Je sais que j'occupe un canton très particulier du langage français et
je sais par conséquent que je connais mes limites, qui sont des limites à la fois historiques et sociales. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain public. On parlera toujours de cette manière, certain public. Faire des catégories de public. Il y aura le public, le grand public, un certain public. Eh bien, bon, vous pointez là l'un des grands problèmes de notre civilisation, car effectivement, notre société est divisée. Il y a encore une division des classes dans notre société, et par là même, il y a une division des langages, n'est-ce pas? Même si les langages sociaux ne reflètent pas simplement et facilement la division des classes. Alors, imaginez qu'il y aura une société où il y aurait une sorte de langage unitaire et homogène, ça reste encore de l'ordre de l'utopie. Peut-être ça n'est pas d'ailleurs absolument souhaitable. Peut-être qu'au contraire, l'utopie, ça serait d'imaginer une société où des langages extrêmement différents coexisteraient, mais sans agression, sans agressivité les uns par rapport aux autres. Alors qu'êtes-vous? Un éveilleur d'idées, un prometteur de sciences nouvelles, comme disait quelqu'un? Bien, vous savez, ça serait beaucoup de prétention de se reconnaître dans ces formules. La question qui je suis, en réalité, moi je ne peux pas la poser. Ne croyez pas que ce soit une dérobade, n'est-ce pas? Je ne peux pas la poser. C'est aux autres, c'est à l'autre à dire qui je suis, c'est lui qui a la parole sur moi, ça n'est pas vraiment moi. La parole que je peux tenir sur moi sera toujours, quelque effort que je fasse, une parole factice, en quelque sorte. Alors, lorsque vous écrivez Roland Barthes par Roland Barthes, et c'est un livre qui paraît aux éditions du Seuil, vous posez quand même une question et vous attendez que le lecteur réponde. Oui, exactement. Je lui offre un certain nombre de propositions, d'apparence, de fiction, d'analyse, mais c'est évidemment à lui à compléter par sa lecture, à entraîner ses propositions dans sa lecture, et donc à trouver lui-même les adjectifs qu'il veut en quelque sorte poser sur ce livre. Oui, mais si vous écrivez Roland Barthes par Roland Barthes, c'est que, en fait, vous vous méfiez un peu des autres, parce qu'on a beaucoup écrit sur vous. Vous voulez faire le point. Ça serait le cas si je pensais avoir dit ou avoir voulu dire la vérité sur moi. Mais ça n'est pas du tout le cas. J'ai essayé de montrer justement que ce que je voulais faire, c'était de décrire ce que j'appelle un imaginaire d'écriture, c'est-à-dire une façon quasi romanesque de se vivre comme un personnage intellectuel dans la fiction, n'est-ce pas, dans l'illusion et nullement dans la vérité. Par conséquent, je ne pense pas qu'en écrivant sur moi, j'ai pris la place d'aucun critique en réalité. Non, d'ailleurs, vous prenez des précautions et vous vous méfiez même un peu de vous parce qu'il y a cette phrase, tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. Oui, c'est très Donc on exact, peut considérer qu'à certains moments, vous dites des choses vraies, mais vous pouvez inventer. Oui, c'est l'imaginaire. Exactement, c'est ça, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire, l'imaginaire, c'est le moment où on produit une idée ou une phrase en collant, si je puis dire, à l'image qu'on croit que les autres vont avoir de cette idée ou de cette phrase une fois qu'ils vont la lire. Je sais l'importance que vous accordez aux idées, à l'idée, mais écrire sur soi, est-ce une idée prétentieuse? Bien, vous savez, c'est une question qui m'a tout de même embarrassé. Il ne faut pas croire que j'ai fait ce livre d'une façon, si je puis dire, naïvement joyeuse, n'est-ce pas? Au début, j'ai été terrorisé par le risque, ce que j'appelle le risque d'infatuation. Une chose que je déteste chez les autres et je crois pouvoir le dire chez moi aussi, et par conséquent je craignais beaucoup que cela passe pour un acte d'infatuation que d'écrire sur soi. Et puis ensuite j'ai considéré, et cela je l'ai découvert au fond en faisant le travail lui-même, j'ai considéré qu'au fond actuellement nous avons une approche générale du sujet humain qui est infiniment plus complexe, plus subtile, moins dogmatique qu'autrefois. Je veux dire, autrefois, quand on avait simplement une sorte de psychologie assez banale pour parler de soi. Il y a par exemple la psychanalyse qui nous dit bien que lorsque nous croyons parler de nous, ou lorsque je crois parler de moi, en réalité, c'est un moi très inconnu
auquel j'accède et que je n'arrive pas à véritablement connaître en parlant de lui. N'est-ce pas? Il y a cette espèce d'échelonnement des niveaux de la personnalité que la psychanalyse permet de mettre en scène, et je crois que maintenant on peut dire que parler de soi est une entreprise qui, sous certaines conditions que j'ai essayé d'observer, n'est pas une entreprise d'infatuation. Vous le dites d'ailleurs, écrire sur soi, c'est simple comme une idée de suicide. Oui, parce que quand on écrit... C'est simple, oui. l'idée de suicide? Oh, je crois que l'idée de suicide est très simple. Oui, exactement. Le suicide l'est moins. Vous me prenez la précision que je voulais vous donner. L'idée de suicide est une idée extrêmement simple. Elle peut vous venir à tout instant, pour un rien, pour un petit échec, on peut avoir une idée de suicide. L'acte de suicide, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et écrire sur soi, oui, c'est un peu comme une idée de suicide parce que on est terrorisé par justement le risque que ça comporte. Le risque d'image, le risque d'infatuation, le risque de narcissisme, le risque d'égotisme que ça peut comporter. Oui, mais la course entre le jeu, entre le il et entre le moi, c'est le véritable parcours du combattant. Je, il, moi. Oui, ce sont des pronoms que j'ai employés, oui, dont j'ai fait une sorte de tresse. Titre, nous. Nous, mais nous serait vraiment très infatués, oui. N'est-ce pas? C'est très royal, nous. Oui, j'ai joué de ces pronoms, je m'en suis expliqué d'ailleurs, pas un petit peu, parce que le il me permettait de mettre une certaine distance avec ce que je disais, et justement de me traiter un peu comme un personnage de roman, précisément. Et même vous moquer un peu de vous. Bien sûr, j'ai essayé, disons, je n'ai pas refusé certaines crispations, enfin, comme j'ai dit, certaines grimaces à mon égard. Je m'étale en rond, tout oui. Mon petit univers en miettes, au centre, quoi? Oui. Alors, d'abord, quel est le petit univers? Puis au centre, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais le petit univers, c'est précisément tous ces fragments que j'ai écrits, que j'ai rassemblés dans ce petit livre, tous les sujets dont ça parle, enfin, toutes mes petites obsessions, mes goûts, mes dégoûts, mes idées. C'est ça, mon petit univers. Chacun... Tous vos doutes. Oui, mes doutes aussi. Chacun a le sien, n'est-ce pas? Alors, on croit qu'on est au centre, et puis justement, quand on y pense... on n'arrive pas à se définir comme quelqu'un qui occupe un centre. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans cette phrase. Oui, il y a toutes les grandes idées, Roland Barthes, et il y a surtout l'idée. Alors on pose parfois cette question, l'idée, bientôt la verra-t-on comme on voit un objet? Est-ce une chose visible qu'une idée? Bien. Non, en principe, ça n'est pas visible, mais personnellement, j'avoue que j'ai un certain rapport de visionnement avec certaines idées. Enfin, c'est une métaphore, bien sûr. Je les visionne, c'est-à-dire que je prends plaisir à les voir dans leur contour, n'est-ce pas, dans la phrase qui les soutient, comme si c'était un peu des objets. J'ai parlé à plusieurs reprises dans mon livre de cette forme du poème japonais que j'aime beaucoup, qui est le haïku, qui est un tout petit poème de 3 vers, très ténu, qui ne dit presque rien, mais qui a une précision, un cerne absolument admirable. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on voit le poème, on voit le haïku. Eh bien, souvent, il me prend d'avoir envie, et presque parfois de réussir en moi-même, à voir ainsi des idées, comme des objets cernés, finis, colorés aussi. Alors que faut-il? Mourir pour des idées, mais mourir de mort lente, ou vivre pour des idées, ou est-ce, par rapport à vous, l'idée une autre signification? Non, on vit avec, n'est-ce pas, nous parlons là sur un plan qui est tout de même le plan de ma subjectivité, je pense que c'est le jeu qui le veut, n'est-ce pas? C'est le jeu de tout le monde. C'est le jeu de tout le monde, en tout cas le jeu de ce moment que nous passons ensemble. Alors, en réalité, on vit avec des idées, on jouit avec des idées, et on se débat, on se démène avec des idées. C'est une sorte de cohabitation aventureuse, à la fois très jouissive, et aussi très responsable, comme je l'ai dit. C'est une forme d'aventure. Y aura-t-il un jour un ministre des idées, un ministère des idées? Mais j'espère bien que non. J'espère bien que non. C'est vraiment l'idée est vraiment l'un. Encore de la liberté. Oui, c'est l'un des objets. Vous savez, il faut jamais que l'institution ne doit jamais s'occuper de la jouissance. C'est extrêmement dangereux.
Que la société cesse de réprimer, c'est tout ce qu'on peut lui demander, mais qu'elle ne s'occupe pas de la jouissance elle-même. Quand nous parlons des idées, là, Roland Barthes, il y a également le fragment. Alors le fragment pour vous c'est un cri, c'est une bribe, c'est un éclat, c'est une parcelle. Oui, c'est tout cela à la fois. C'est aussi une forme un petit peu tactique parce que, disons que j'ai voulu assumer une certaine intolérance que j'ai à ce que j'appelle la dissertation. Peut-être un vieux souvenir scolaire, enfin, la dissertation, c'est-à-dire le discours suivi, un peu, qui se déroule un peu comme une nappe. Préparée avec un plan codé, etc. Et surtout qui suit. Alors, pour réagir contre la dissertation, eh bien, j'ai pratiqué, d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, cette écriture très discontinue, très fragmentée. Cela tient aussi au fait, enfin, que j'aime beaucoup les écrivains à fragments, ceux qui ont produit des œuvres par fragments. Enfin, je ne sais pas, pour prendre un exemple très classique, disons Pascal, les pensées de Pascal, il ne voulait pas que ce soit des fragments, mais en fait c'est comme ça que nous le lisons, ou alors d'une façon beaucoup plus concertée et qui nous emporte beaucoup plus, Nietzsche lui-même qui a écrit par fragments. Mais puisque vous aimez les fragments, vous devriez être fasciné par les nouvelles. Ces nouvelles que l'on oublie de plus en plus et qui sont des fragments de littérature, des fragments de romans. Ah, mais ça, j'adore les nouvelles, ça j'aime beaucoup les nouvelles, mais vous savez très bien que la littérature française n'a jamais été très favorable à la nouvelle. Certes, il y a les contes de Maupassant, il y a des nouvelles de Mérimée, mais ce n'est même pas une littérature de nouvelles. Mais par exemple, dans l'œuvre de Balzac, j'adore les nouvelles de Balzac. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. En lisant votre dernier recueil, Roland Barthes, ce recueil Roland Barthes par Roland Barthes, vous faites, que vous le vouliez ou non, le point, on s'aperçoit que vous êtes d'une gourmandise, que je dirais exigeante, et que tout passe par votre corps. Oui, oui. Mais ça a aussi une valeur théorique, n'est-ce pas? Le corps maintenant est un objet, si je puis dire, qui est au centre des préoccupations de la psychanalyse, par exemple. Vous voulez le mettre au-dessus de l'âme? Pas au-dessus, mais ce que je voudrais bien, c'est qu'on en finisse avec le couple âme-corps. Oui, ça, oui. Donc le corps, c'est très important parce que, en fait, c'est infini à connaître. Son propre corps est infini à connaître. Et puis aussi, le corps, c'est l'image que les autres ont de vous et cette image à laquelle on n'accède jamais finalement, puisque soit on ne se voit jamais. Ce qu'on voit dans un miroir, c'est un objet figé, c'est un objet imaginaire. Ce qu'on voit sur une photographie de la même façon, ça n'est pas soi. Je dirais que je suis le seul à ne jamais pouvoir me voir, alors que les autres me voient. Il n'y a pas d'exhibition chez vous, il y a simplement un besoin, un impérieux désir de mieux se connaître. Oui, j'espère qu'il n'y a pas exhibition, en tout cas... J'ai essayé d'employer le plus souvent que j'ai pu des techniques de distancement, de distanciation, comme on dit, n'est-ce pas, de me mettre à distance et par conséquent de ne pas avoir de complaisance à me montrer. D'ailleurs, qui est-ce que j'aurais montré? C'est toujours le même problème. Où est-ce que je suis? Moi, je. Oui, mais dans les premières pages de votre ouvrage, il y a tout de même une somme de photos. Il y a une véritable iconographie Roland Barthes. Et je me suis un peu étonné parce que vous vous arrêtez à l'adolescence. Après l'adolescence, il n'y a plus personne. Et peut-être cela vient des premières phrases que vous prononcez d'ailleurs, où vous dites « J'ai été seulement fasciné par l'enfance ». Oui, c'est ça. Vous avez raison de noter cela. D'abord, il y a des images. Il faut dire aussi que les choses ont souvent des causes très contingentes, parce que c'est la loi de la collection. Ceci est une collection, c'est le 96e volume. Oui, écrivain de toujours, disons que ce n'est pas comme ça que j'ai pris la collection. La collection, je n'aurais jamais osé me déclarer moi-même écrivain de toujours. La collection s'appelait aussi, elle s'appelle implicitement, un tel par lui-même, n'est-ce pas? Et c'est plutôt cette formule-là que j'ai essayé d'honorer. Alors donc la loi de la collection, c'est qu'il y a des images sur l'écrivain lui-même. Alors c'est moi-même qui ai choisi ces images et effectivement j'ai constitué au début une sorte d'imagerie qui s'arrête effectivement en gros à la fin de mon adolescence parce que c'est seulement mon enfance et mon adolescence dont les images me fascinent encore. Après, qu'est-ce qui se produit? Bien, après, j'ai commencé à écrire. Et à ce moment-là, je dirais, mon corps, puisque nous parlions du corps, mon corps n'est plus dans l'image, il n'est plus dans la photographie, il est dans mon écriture.
d'une toute autre façon, sous un tout autre mode. Mais à ce moment-là, je dirais que mon corps se retire ou se disperse dans l'acte d'écrire et je n'ai plus à le présenter. Disons que nous savons bien, n'est-ce pas, depuis Mallarmé, que l'écrivain ne doit plus être traité comme un monsieur. Il ne faut pas présenter l'écrivain comme un monsieur. Et je me suis dit que si je continuais à donner des images de moi, des photographies de moi à travers ma vie, eh bien, je consentirais à cette sorte de mythe de l'écrivain monsieur, et c'est cela que j'ai voulu refuser. Tandis que l'adolescent que j'étais, c'est une personne si étrange et en un sens si lointaine pour moi, que je pouvais le traiter justement comme une sorte de personnage romanesque. Ce qui vous touche au plus profond, c'est donc l'enfance. Et l'enfance peut vous poursuivre dans cet âge adulte. Ah oui, absolument. J'ai essayé de l'expliquer à propos de 2 ou 3 photographies en lisant l'air que j'avais, la mine, l'air que j'avais quand j'étais enfant. Je retrouve des états intérieurs, des émois, une émotivité qui était celle que j'avais déjà quand j'étais enfant. En ce sens-là, on ne mûrit jamais, si vous voulez. Le corps, précisément, ne mûrit pas. Et nous savons bien, alors d'ailleurs, par la psychanalyse elle-même, combien les émois, les émotivités de l'enfance persistent et restent présents dans la vie adulte et même dans la vie de la vieillesse. Un premier amour, une première tristesse et une première joie. Exactement. Cela marque et aussi, disons, un premier ennui, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas seulement les événements, il y a aussi les états, les détresses, les ennuis, comme je le disais, le fait de s'ennuyer, le fait d'être perdu dans le monde. Tout ça peut se lire sur des photographies d'enfance. Et cela ne se lirait peut-être pas sur des photographies d'aujourd'hui, mais je sais bien que ça existe par moments encore en moi. Et il y a une injustice, car on n'est pas responsable de son enfance et on vous dit responsable ensuite de votre vie. Exactement, oui, mais on n'est pas responsable de son enfance, et l'enfance, effectivement, je ne dis pas qu'elle vous marque, la formule est banale, mais elle vous accompagne, n'est-ce pas? Elle n'est jamais complètement abolie. J'ai noté quand même cette phrase, parce qu'elle est la somme de tout ce que vous venez de dire. Ce sont seulement les images de ma jeunesse qui me fascinent. Alors, on peut se demander ce qu'a été cette jeunesse, et vous le dites d'ailleurs, jeunesse ingrate. Et heureuse. Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai expliqué que j'avais été, disons, heureux parce que j'ai été entouré d'affection et que sur ce plan si important, j'ai été en quelque sorte comblé, mais qu'en même temps, j'ai eu effectivement une enfance et une jeunesse difficiles. Ça n'est d'ailleurs pas du tout ni un privilège, ni une marque, ni une singularité. J'appartenais, comme vous le savez, disons, à ce qu'on appellerait une famille de la bourgeoisie libérale. Un père marin, officier de marine. Oui, c'est ça, mais une bourgeoisie pauvre, une bourgeoisie appauvrie. Mon père est mort à l'autre guerre, à la guerre de 1914-1918. J'ai donc été élevé par ma mère et dans des conditions matérielles, des conditions, disons même franchement, financières, très difficiles. Par conséquent, cela aussi a marqué mon enfance. Et c'était déjà pour vous le temps de la solitude, cette solitude sur laquelle vous êtes penché beaucoup, du moins sur le mot après. Oui, c'est cela, parce qu'en réalité, quand j'étais enfant et adolescent, je n'avais pas de milieu, dans la mesure où j'étais rattaché uniquement à ma mère. Ma mère était mon foyer, et je n'avais pas de milieu social, voyez-vous, où le milieu social que je fréquentais, c'est quand j'allais en vacances chez mes grands-parents à Bayonne, qui est une ville de province, mais j'allais pour ainsi dire en visite. Ce n'était pas mon véritable milieu. Et donc, n'ayant pas de milieu social, je faisais l'expérience effectivement d'une certaine solitude. Mes amis, par exemple, les amis qu'on a toujours quand on est enfant ou adolescent, c'était uniquement des amis de lycée. Je disais tout à l'heure, Roland Barthes, que pour les étudiants, vous étiez l'homme de leur curiosité. Et justement, par rapport à cette enfance, peut-on dire qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez célèbre comme vous l'êtes, être célèbre, ça n'a aucune importance, mais être reconnu plutôt est comme un couronnement. Ce n'est pas un joli couronnement, mais enfin, comment l'acceptez-vous? Vous savez, je crois que, alors là, il faut être très simple, il faut dire que le fait d'être reconnu, vous avez employé l'expression qui est très bonne, je crois. C'est une expression d'ailleurs qui avait
une importance théorique du temps où on subissait, avec bonheur d'ailleurs, disons l'influence de la philosophie sartrienne, n'est-ce pas? Le fait d'être reconnu, c'est très important. Et effectivement, il est nécessaire d'être reconnu. Ça fait du bien, ça fait travailler, ça n'est pas du tout négligeable et ce serait ridicule d'adopter une sorte d'attitude de philosophe stoïque et vertueux, n'est-ce pas, à l'égard de la reconnaissance qu'on peut recevoir d'un public ou d'un groupe de chercheurs ou d'intellectuels. Mais cela dit, ça ne dure pas très longtemps, comme toujours. Les gratifications d'ordre social peuvent être intenses, mais elles sont toujours très brèves, parce qu'on est toujours récupéré par la responsabilité du travail, la nécessité de faire autre chose, de continuer, et à ce moment-là, on est repris, bien sûr, dans des doutes, dans des angoisses, dans des difficultés qui sont le tissu normal de notre vie. En 1934, vous aviez alors 19 ans, à peu près cela, je crois. Oui, c'est ça, oui. Vous avez eu des ennuis de santé, mais des ennuis sérieux. Oui. Ont-ils été pour vous le commencement d'un temps de la réflexion? Ah, certainement, certainement, n'est-ce pas? J'ai eu vous savez, la maladie que j'ai eue à ce moment-là, qui était la tuberculose pulmonaire, est une maladie qui a entièrement changé de physionomie, vous le savez. Moi, je suis arrivé, si je puis dire, dans cette maladie à un moment où il n'y avait pas encore de chimiothérapie, on ne la soignait pas par des médicaments, on ne pouvait la soigner uniquement que par le sanatorium et par des opérations chirurgicales. Alors, j'ai débarqué dans cette maladie à un moment où la maladie frappait le sujet qui en était atteint d'un tabou très fort qui était le tabou de la contagion. Et d'autre part, c'était une maladie très longue, très lente, très longue, et dont on ne pouvait pas surveiller soi-même le devenir, car en fait, on ne souffrait pas, on était, sauf dans des cas très graves, on se sentait bien, c'est simplement le médecin qui vous décrétait malade. Hein, et il fallait vivre avec cette espèce de décision médicale supérieure au-dessus de vous pendant des années. Le médecin qui décidait que vous étiez malade ou guéri. Alors j'ai passé beaucoup d'années en sanatorium, à Saint-Hilaire-du-Touvet, au sanatorium des étudiants, dans l'Isère. J'ai été aussi dans un sanatorium suisse. Et là, j'ai fait, si vous voulez, deux expériences. Il ne faut pas croire tout de même que quand on s'isole dans un sanatorium, on devient une sorte de penseur solennel. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on fait, disons, deux expériences qui sont très importantes. La première, c'est l'expérience de l'amitié. On vit avec des gens de votre âge pendant des années. Souvent, on cohabite dans la même chambre que 2 ou 3 d'entre eux. On les voit tous les jours. Et ce qui vous soutient, c'est l'affectivité profonde qui se développe dans ce milieu-là. L'affectivité avec ses joies, avec ses problèmes, avec ses complications, je dirais avec tout son aspect romanesque précisément. Et puis alors la seconde expérience, bien sûr, c'est celle de la lecture. Que faire d'autre? On lit. C'est une époque où j'ai beaucoup lu, où j'ai lu surtout des classiques français ou étrangers, où j'ai commencé à écrire un petit peu pour la revue des étudiants qui était en sanatorium, qui s'appelait Existence. Et donc, j'ai lu par exemple en sanatorium toute l'œuvre de Michelet, sur laquelle j'ai travaillé ensuite. Ça a donc été très important pour moi. Et vous voyez que les mots sont des phénomènes sociaux. Roland Barthes, vous disiez à l'instant contagion. Oui. Au seul appel de ce nom, on écarte. Exactement. Et un mot qu'on ne prononce plus, c'était le mot tubar. Oui, le mot tubar, exactement, qui voulait dire tuberculeux. Mais qui allait plus loin encore. Oh, bien sûr, qui était un mot très péjoratif. Ce sont des mots oubliés. Ce sont des mots oubliés, heureusement. Heureusement assassinés. Heureusement assassinés, oui. C'est très bien dit. Il faut faire confiance aux mots, alors, lorsqu'on leur accorde l'importance que vous leur donnez. Oh oui, il faut leur faire confiance, étant bien persuadé que l'histoire les assassinera quand il faudra, précisément. Vous avez fait des études, une licence de lettres, et on peut penser, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous sait, que vous êtes allé bien au-delà de ces études. Mais vous dites également, je peux dire que je n'ai pas lu Hegel et
j'en suis pas malade, il faut avoir oui. Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas lu. Oui, on peut le dire. J'ai dit qu'on peut le dire, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, vous savez, nous sommes dans un monde culturel, je parle en tout cas du milieu intellectuel, où il y a un immense, ce qu'on appelle un surmoi, une contrainte, n'est-ce pas? On est obligé, on se croit obligé de lire certains livres et on se sentirait très coupable si on ne les avait pas lus. Alors j'ai voulu un peu réagir contre cette sorte de contrainte et expliquer d'ailleurs que très souvent nous connaissons des livres sans vraiment les avoir lus. Il y a une espèce d'osmose culturelle qui se produit. Il ne faut pas être esclave de la lecture littérale d'un livre. Un livre a une autre vie aussi que la vie de la lettre. Il vient dans les conversations, dans les réactions des amis, et c'est une façon d'exister pour le livre aussi. Mais à quel moment vous est parvenu le signe de l'écriture? À quel moment avez-vous compris qu'il fallait écrire? C'est-à-dire, j'ai eu très tôt envie d'écrire. Vous savez, je l'ai dit dans mon livre, quand j'étais adolescent, j'ai lu beaucoup, mais notamment j'ai lu beaucoup de Gide à ce moment-là. Et disons que, comme toujours, j'avais envie d'écrire très tôt. Et puis après, cette envie a été mise en sommeil, parce que précisément, je sentais bien que le fait d'écrire était pris dans une sorte de mythologie, d'image collective un peu solennelle et un peu inauthentique, qui ne correspondait plus tout de même aux demandes, aux besoins de l'époque. Et alors, je n'ai retrouvé le droit à gérer librement mon écriture que assez tardivement, en quelque sorte. Mais l'écriture, c'est la garantie d'un échange. Et la parole, alors? Ah, ça c'est tout autre chose. La parole, c'est aussi un échange, mais qui ne met pas du tout en cause, qui ne met pas le même sujet en scène de la même façon. Moi, je préfère, bien entendu, de beaucoup l'écriture à la parole. La parole me gêne parce que j'ai toujours peur de me théâtraliser quand je parle. J'ai peur du théâtre, j'ai peur de ce qu'on appelle l'hystérie. J'ai peur, en parlant, de me trouver entraîné à des coups d'œil complices, à des clins d'œil. À des concessions. Non, pas vraiment à des concessions, mais à des, comment dirais-je, à des séductions plus ou moins complaisantes. Et j'ai peur de la parole, voyez-vous. Mais d'autre part, bien sûr, dans la vie actuelle, il faut l'accepter, la parole. Il faut savoir jouer le jeu. Dès le commencement, Roland Barthes, dès le commencement de votre ouvrage, il y a comme une fin. Et je m'explique, il y a cette phrase « D'où viennent-ils mes parents ?» Vous posez la question, et vous répondez « D'une famille de notaires », et vous ajoutez « Me voilà pauvre, me voilà pourvu d'une race, d'une classe », et ensuite, la lignée a fini par produire un être pour rien. Oui, c'est une formule elliptique, disons. Oui. Non, je n'ai fait, dans cet être pour rien, je n'ai fait aucune allusion, aucune référence à une situation proprement biographique. J'ai fait allusion au fait que l'écriture aujourd'hui, puisque je suis un être d'écriture, sinon un écrivain, l'écriture est une dépense, ce que Georges Bataille appelait une dépense inconditionnelle, c'est-à-dire une dépense pour rien, si vous voulez. Et que c'est une sorte d'activité perverse qui, effectivement, en un sens, ne sert à rien, ne peut pas être comptabilisée, voyez-vous, qui excède toujours les services qu'on peut lui demander. Sans doute, l'écriture fait partie d'un échange social. Quand on écrit, on publie des livres, ça fait partie d'un marché de l'édition, ça relève d'une certaine économie. Mais dans l'écriture, il y a toujours quelque chose en plus qui excède cette rentabilité et qui est le pour rien. Et qui a, je pense, défini très exactement ce que j'appelais au début la jouissance d'écriture. C'est une jouissance pour rien, c'est donc une perversion. Enfant, vous vous êtes ennuyé souvent et beaucoup. Oui. Adulte. Adulte, beaucoup moins. Donc tout vous amuse. Sinon tout, beaucoup de choses m'intéressent, m'attachent. Vous savez, on a toujours l'image que l'enfant est quelqu'un qui s'amuse. Or, tout le monde sait que beaucoup d'enfants s'ennuient en réalité. Et moi, j'ai parcouru ce chemin. Je me suis ennuyé beaucoup quand j'étais enfant, et plus j'ai avancé en âge, moins je me suis ennuyé. Ce qui fait que maintenant, je dirais que maintenant, je peux me déclarer
beaucoup plus heureux que quand j'étais adolescent, ce qui est paradoxal, n'est-ce pas? Mais qui en même temps, je crois, est confirmé finalement par quiconque veut bien s'interroger. Pour tous les jeunes, surtout pour les enfants, la mutation du corps est une découverte. Oui, et oui. vous parlez beaucoup du corps. Oui. Et vous avez été frappé à un certain moment. Oui. C'était à quel âge? Frappé par la maladie, vous voulez dire? Non, Ça, on en a frappé par parlé. cette transformation du corps. Oui, parce que j'ai eu des problèmes qui intéressent, je crois, beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, j'avais une morphologie de maigre. J'étais un maigre. Intellectuel. Oui, mais c'est peut-être pour ça que je voulais être maigre, pour pouvoir être un intellectuel. J'étais très maigre au point que précisément je n'ai pas été pris au service militaire une première fois parce que j'étais trop maigre. Je n'avais pas le poids. Et vous savez, c'est très important parce que je me vivais, disons, comme devant toujours être très maigre. Et puis, à un moment, et oui, mon corps a muté, je me suis mis à engraisser. À vrai dire, c'est quand je suis sorti de la tuberculose que j'ai été guéri ou considéré comme guéri. Je me suis mis à engraisser. Alors, j'ai fait là l'expérience d'un nouveau corps, d'un corps qui devait se débattre avec, disons, un certain embonpoint. Et c'est très intéressant, il n'y a rien de plus passionnant à vivre qu'un régime d'amaigrissement, on le sait bien, puisqu'on en parle au fond chaque semaine dans combien d'hebdomadaires. C'est l'une des grandes imaginations de notre époque. L'acte naïf du vouloir être intelligent. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Je crois qu'en effet, il peut y avoir cela, enfin disons que pour les femmes, c'est autre chose, c'est vouloir être belle ou vouloir être jeune. Pour l'homme, peut-être aussi cela, il peut y avoir de la coquetterie, mais c'est aussi vouloir être intelligent. On conçoit que les gens maigres, émaciés, aigus, sont finalement plus intelligents que les gens empâtés. Je sais que vous vous promenez beaucoup, Roland Barthes, vous regardez beaucoup, et vous savez ce que disaient les Grecs, les arbres sont des alphabets. Oui. Vous qui avez la science de ces choses, où apprenez-vous à lire aujourd'hui? Alors, nous avons effleuré un peu cette question tout à l'heure. Vous savez, voilà comment ça se passe. Je n'ai plus le temps de lire systématiquement, et je dirais pour rien, puisque nous parlions du pour rien tout à l'heure. Alors, Là, lis. c'est apprendre à lire. Apprendre à lire. Ah, apprendre à lire, ça c'est une autre question. Naturellement, en lisant, comme en marchant. Mais ce que je veux dire, c'est que je lis au fond par rapport à mon travail. Quand je fais un travail, alors à ce moment-là, j'ai besoin de certaines lectures, et là, je lis bien. Et j'apprends à lire, si vous voulez, à ce moment-là. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a peut-être un peu de vanité dans certaines phrases, ou alors vous les avez éclairées d'une manière différente, et comme Oui. le lecteur doit s'engager dans ce que vous écrivez, Oui, oui. le lecteur peut se tromper, car Oui. vous dites, le livre que je n'ai pas lu, et qui souvent médit, avant même que j'ai le temps de le lire, et qui souvent médit. Oui. Donc on peut penser que le livre que vous n'avez pas lu, vous le connaissez quand même. Eh bien, c'est ce que je disais, je le connais parce qu'on m'en parle. Il y a surtout dans une ville. Oui, peut-être aussi parce que dans votre tête, le sujet est passé. Ah vous avez non, déjà... pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Maintenant, le sens appartient au lecteur. Donc, oui. je vous donne quitus pour ce sens, si vous voulez. Mais ce que je voulais dire, c'est que simplement, on m'en parle. Il m'est dit, on m'en parle avant même que je le lise. Ce que j'ai retenu surtout tout à l'heure, c'est ne pas avoir lu tel livre ou tel livre, Oui. n'est pas une faute exorbitante. Bien sûr, c'est une faute seulement dans un certain champ, je l'ai dit. Si on veut passer l'agrégation de philosophie, il faut avoir lu Hegel, n'est-ce pas? Mais autrement, c'est pas une faute. Ou alors, où commence pour un homme, ou commence pour une femme, les devoirs de lecture? Encore qu'il faudrait se méfier de ce mot, devoir. Oui, n'est-ce pas? Le problème, c'est d'accéder à la lecture par la voie finalement de la séduction, du plaisir, de la jouissance, etc. Alors, s'il y a un problème social, et je crois qu'il y en a un actuellement en France, puisque malheureusement la France est finalement un pays où on lit peu statistiquement, n'est-ce pas? Ce qui est assez triste pour un pays qui a eu tout de même une grande image culturelle autrefois. Alors, s'il y a un problème social, ça n'est pas tellement d'obliger les gens à lire, personne n'y arrivera à cela. C'est de réfléchir, de trouver une manière justement de les remettre dans une liberté d'accueil au plaisir de lire. C'est ça qui est très difficile. Ce que je dis est un peu creux, mais en réalité, je ne vois pas très bien comment on peut poser le problème à l'échelle sociale. C'est très difficile. Enfin, il y a là,
au plan de la lecture et au plan du langage une grande inégalité, car dès lors qu'on exclut le langage et l'écriture, fatalement on éloigne le corps, quand on en arrive à des phrases comme celle-ci que vous citez, tu ne parles pas comme moi, donc je t'exclus. Oui, exactement. C'est cette division des langages dont je parlais. Alors ça, on peut le vérifier absolument. Chaque jour, dans la quotidienneté, on s'aperçoit que des langages sont exclus, n'est-ce pas? Moi, je me suis très souvent senti exclu par mon langage, même à un moment taxé de jargon, etc. Je me suis très souvent senti exclu par mon langage. Il y a ce que vous appelez aussi la mollesse des grands mots. Oui, la mollesse des grands mots. Oui, on ne se passe pas de grands mots. Ce sont des mots auxquels on met des majuscules, qui deviennent un peu majestueux, mais c'est pas tellement qu'ils soient majestueux, c'est qu'ils bouchent un peu les trous de la pensée. Et bon, on n'a pas une pensée irréprochable. Quelquefois, la pensée a des trous, et on met un mot à la place. À qui est-ce que ça n'arrive pas? Mais vous travaillez tellement les mots, les phrases, les pensées, que vous faites sans aucun doute un mauvais sujet politique. Ah oui, je crois que je ferai un très mauvais sujet politique. Non pas que ça ne m'intéresse pas, je dirais même qu'en un sens ça me passionne, mais je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai effectivement beaucoup de résistance au discours politique, au discours de la politique. Y a-t-il une vérité dans le discours politique? Non, je ne pense pas. Ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir des, comment dirais-je, des exigences et des rigueurs d'analyse. Je crois que, disons, dans le discours politique, il y a le discours politique qui peut avoir de la valeur, c'est le discours qui a une valeur d'analyse, le discours qui analyse. C'est le seul, en tout cas, personnellement, dans lequel j'aimerais pouvoir me reconnaître, et dont j'aurais besoin. J'aurais besoin qu'on le tienne pour moi, à ma place. Mais c'est tout. Les minutes passent très rapides, je m'aperçois que nous sommes là depuis 55 minutes et je voudrais rester plus longtemps encore. Mais je sais aussi, en vous écoutant, je sais ce que c'est que l'écriture pour vous, c'est de l'ethnologie. De l'ethnologie, oui. Je prends votre mot au bon. Explorateur. Voilà, oui, explorateur, tout ça sont des images peut-être de nouveau un peu infatuées, oui, voyez-vous. Les gens voient. Oui, comme on voit une idée. Mais si vous voulez, ethnologie, moi ça me paraît bon dans la mesure où l'ethnologue, surtout maintenant, c'est quelqu'un qui part à la recherche non pas du même, non pas de l'identique, mais de l'autre. De l'autre, oui. Alors oui, l'écriture c'est ça, effectivement. Il ne doit pas être facile de faire la critique de son œuvre lorsqu'on est critique comme vous l'êtes Roland Barthes. Mais dans l'œuvre, il doit y avoir quand même des œuvres qui restent. Pour vous. Oui. Alors lesquelles? Alors, oui, c'est une question très intéressante, on ne me la pose jamais. Et disons que je suis attaché fondamentalement à 2 livres parmi ceux que j'ai écrits. Ça ne veut pas dire que je les trouve les meilleurs, c'est un attachement personnel et subjectif. Mais on saura les choisir déjà pour savoir. Il y a d'abord le petit livre que j'ai écrit sur Michelet, et ensuite il y a le livre avec des images que j'ai écrit sur le Japon, l'Empire des Signes. Pourquoi le Japon, justement? Alors là, le Japon, c'est parce que c'est un espace, j'ose pas dire un pays, n'est-ce pas, parce que je ne veux pas faire allusion à la structure économique ou politique du Japon. C'est un Il y a espace, un signe. Oui, c'est ça, c'est un espace de signes, et c'est un espace à la fois très sensuel pour moi et très esthétique, qui est une extraordinaire leçon d'élégance dans la sensualité. Et c'est ça qui m'a touché au Japon. Roland Barthes, vous êtes, et nous l'avons précisé tout à l'heure, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Oui. Mais je voudrais savoir ce qu'exigent de vous vos élèves. Enfin, exige, c'est un grand mot. Oui, ce qu'ils me demandent, ce que j'imagine qu'ils me demandent. Eh bien, vous avez demandé une fois une étude sur la voix, je crois. Oui, nous avons essayé pendant 1 an de travailler sur la voix. Ça a donné de très bonnes choses au niveau de chaque semaine. Nous n'en avons rien tiré par la suite, mais sans scrupule et sans regret. Nous reprendrons peut-être le problème. C'est une autre écriture, la voix? Ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore. Et là, vraiment, c'est là où on voit que l'histoire passe et amène des langages nouveaux qui peuvent parler d'une façon nouvelle de choses très anciennes. La voix, c'est très énigmatique, c'est vraiment l'endroit du corps, c'est le lieu du corps qui est à la fois le plus désirable et aussi le plus mortel, le plus déchirant, en quelque sorte. Mais beaucoup de sciences sont intéressées par la voix. Toutes les sciences, la physiologie, la psychanalyse, l'histoire de la musique, la science radiophonique peut-être.